L'unité militaire spéciale iranienne vient de diffuser les images filmées par un drone. Nous traversons un moment absolument délicat, les amis. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on n'en parle pas, mais ça c'est aujourd'hui. Ils viennent de diffuser des images filmées par un drone, montrant quoi? Montrant une surveillance rapprochée des navires de guerre américains. Ça, c'est récent. Je sais, il y a eu des images publiées dans le passé. Ça, d'après eux, c'est récent. Okay? Qu'est-ce qui se passe? On a publié l'image de l'US Navy, dont Abraham Lincoln. Ça, c'est l'un des navires les plus impressionnants de l'armée américaine dans le Golfe Persique. Évidemment, la vidéo a été présentée comme un avertissement aux États-Unis. Un avertissement mettant en avant la revendication iranienne selon laquelle ces drones pourraient frapper des porte-avions américains avant même le décollage des avions. Regardez ça, regardez ces images. Ça, c'est un porte-avions américain de grande puissance, nucléaire, double moteur, incroyable, avec des systèmes de surveillance très avancés. Mais on n'a pas pu repérer le drone iranien. Donc le message est simple, même si vous pouvez nous détruire, nous aussi on fera des dommages dont aucun président aura facilité à réparer. Le drone évidemment capturait des détails par-dessus et de côté du navire et de la navigation. Ça partait très doucement là, pendant que la formation américaine avançait, le drone iranien était là en train de tirer les informations nécessaires. Alors USS Abraham Lincoln, pour ceux qui ne connaissent pas, a des capacités très avancées. Parmi ces capacités, ça agit comme une base aérienne mobile. Donc ça peut être placé n'importe où dans le monde pour aller effectuer des bombardements très rapidement. Deuxièmement, ça peut porter jusqu'à 90 aéronefs. Donc 90 avions peuvent se poser sur cette histoire pour aller bombarder. Incroyable. Troisièmement, USS Lincoln a une propulsion des 2 réacteurs nucléaires. Numéro 4, des radars de veille aérienne pour la surveillance court et longue portée. Maintenant, on se pose la question avec ces radars aériens. Ils étaient incapables de détecter le drone. Les radars qu'ils ont là n'ont pas pu repérer qu'il y avait un drone en train de regarder ce qui se passait. Et numéro 5, ils ont un système de brouillage électronique, évidemment, pour perturber ou rompre le guidage des missiles. Donc, si vous tirez votre missile, le système électronique va brouiller l'arrivée du missile. Mais ils n'ont pas été en capacité de repérer le drone iranien. Très intéressant. Je pense qu'il faut voir l'ampleur de cette histoire. Bon, la formation américaine venait d'où? La formation venait de l'Asie du Sud. On parle ici de la mer de Chine méridionale. South China Sea en anglais. Mer de Chine méridionale. Regardez cette mer. Pourquoi cette formation passe beaucoup de temps là? Je pense que c'est important de savoir. C'est un contexte très intéressant pour comprendre qu'est-ce qui se passe réellement et pourquoi c'est important. Alors, cette formation militaire américaine passe beaucoup son temps dans cette mer de Chine méridionale. Alors, qu'est-ce qui se passe en mer de Chine méridionale d'intéressant? Il y a des accords entre plusieurs pays sur qui est le propriétaire de cette mer. Vous voyez cette grande mer ici? La Chine réclame et dit que ça appartient à la Chine. Vous voyez ça? Mais il y a des pays, il n'y a pas que la Chine qui existe là. La Chine est au nord d'ailleurs. Regardez, autour, il y a les Philippines, il y a le Vietnam, il y a la Malaisie, il y a Brunei, il y a Taïwan qui sont là. Donc, ils ont tous quelque part une tête à côté de la mer. Mais la Chine dit tout ce que vous avez ne nous appartient pas. Cette mer appartient à la Chine. Alors, comme cette mer appartient à la Chine, vous n'avez pas le droit d'y être ou de faire quoi que ce soit. Et je sais qu'on se pose la question de savoir pourquoi se battent-ils, pourquoi se prennent-ils la tête par rapport à la mer. Ils se battent évidemment numéro 1 parce qu'environ un tiers du transport maritime mondial passe par cette zone. Ceci peut influencer le commerce global. On parle ici de 3300 milliards de dollars par an qui passent à travers ça. Donc celui qui contrôle cette partie est le boss du monde. Secondo, les ressources, l'énergie. Le fond marin contiendrait apparemment d'énormes réserves pétrolières et de gaz naturel. C'est riche. Okay? Donc les gens n'y vont pas pour rien, c'est riche. Numéro 3, c'est l'alimentation. La zone possède des centaines de zones de pêche, les plus riches du monde, nourrissant des millions de personnes. D'ailleurs, on parle de la moitié des navires de pêche mondiaux se trouvent là. Donc numéro 1, nous avons le transport maritime. Un tiers du transport maritime passe par là. Numéro 2, les ressources énergétiques, le pétrole et le gaz. Numéro 3, les poissons. Donc la Chine veut contrôler totalement. Qu'est-ce que la Chine a fait jusque-là? La Chine a jusque-là construit des vastes îles artificielles. Regardez ça. Ça, c'est construit par la Chine dans la mer. Ils ont dit que la mer leur appartenait. Ils ont commencé à construire des îles artificielles. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui disent la Chine, il faut aimer la Chine. On voyait les Américains, les autres balader et tout ça. Il faut faire très attention, hein, ok? Si vous voulez savoir comment quelqu'un est, même s'il est très gentil avec vous, regardez comment il traite les gens qui ne peuvent absolument rien pour lui. La Chine est très gentille à l'égard des Africains parce qu'il y a beaucoup de choses à gagner en Afrique. Il faut se le dire. Il y a beaucoup d'intérêts, d'avantages à gagner en Afrique. Mais puisqu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à en retirer de l'Asie, regardez comment ils traitent des Asiens. Qu'est-ce que la Chine a fait actuellement? Ils construisent des vastes îles artificielles à partir de terres emballées.
ok, et les a transformés à des avant-postes militaires pleinement opérationnels en mer. Donc, toutes ces terres qu'ils ont réclamées sont devenues de postes militaires. On y a créé quoi? Des pistes d'atterrissage, des systèmes de missiles, des installations radars de communication, de postes en eau profonde. Généralement, quand il y a un bateau venant des Philippines, de la Malaisie ou autre chose dans ces mers, qu'est-ce qui se passe? Les gardes de côte chinois utilisent leurs grands navires pour intimider les embarcations plus petites des pays comme la Philippine et autres. Regardez ça par exemple. Ça, c'est un bateau chinois en train de pousser un bateau malaisien parce que d'après eux, cette mer leur appartient. Qu'est-ce qu'ils font aussi? Des fois, ils utilisent des canons à eau, de projection d'eau à haute pression pour endommager les équipements ou blesser les marins. Ils le font régulièrement. Des fois, ils font des collisions volontaires avec la coque renforcée. Leur coque renforcée en acier va cogner un autre bateau et quelquefois, c'est pour neutraliser ou carrément couler le bateau. Et c'est ça. Bon, juridiquement parlant, en 2016, la Cour internationale a jugé que la vaste revendication chinoise sur ces territoires était absolument illégale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Chine a ignoré cette décision et continue à construire. Ouais, ce que ça veut dire? La Chine a ignoré et continue à posséder. La Russie est en Ukraine en train de retirer les terres. Donald Trump veut une partie de Groenland. Et puis vous parlez de loi internationale. Ça n'existe pas. Ce sont des histoires qu'on vous raconte à vous. La loi, respecter la loi, ça n'existe pas. La loi du plus fort, c'est ça la loi. Pour faire une loi, il faut être fort. Ok? Les lois sont respectées par les faibles. Et ce sont les forts qui créent des lois. C'est aussi simple que ça. Alors, la raison pour laquelle les Américains sont là, c'est pourquoi? C'est parce que les États-Unis d'Amérique déplacent des porte-avions de temps en temps dans la mer de Chine méridionale. Pour quel objectif? Principalement pour défendre le principe de liberté de navigation dans les eaux internationales. Ça, ce sont les eaux internationales. Les Américains disent qu'ils doivent faire ça à tout prix pour dissuader toute agression et rassurer les alliés régionaux. C'est important de rappeler à la Chine régulièrement que ces eaux ne vous appartiennent pas. Ça, c'est la terre que Dieu a créée. Ça ne vous appartient... Non. Maintenant, l'autre question est celle-ci. Si la Chine est bonne, enfin, on peut se le dire. Regardez comment ils traitent leurs frères là-bas. Comment est-ce qu'ils traiteraient les Africains si, en fin de compte, ils prennent possession et que les Africains n'ont absolument rien à leur offrir. Et surtout si vous n'avez pas la capacité de vous défendre. Donc, autant les États-Unis d'Amérique peuvent paraître méchants dans beaucoup d'endroits, sont-ils méchants dans ce cas ici? Point d'interrogation. Peut-on être peut-être bon dans la vie en étant tout mauvais aussi? C'est une possibilité. Revenons à l'Iran. L'objectif des États-Unis d'Amérique vers l'Iran, en envoyant cette formation des bateaux, c'était pour continuer la menace contre le gouvernement actuel. Je me rappelle, il y a quelque temps, il y avait beaucoup de personnes dans les rues réclamant finalement la démission du gouvernement et ainsi du pouvoir clergique. On dit que le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, se serait installé dans un bunker actuellement, à l'abri souterrain fortifié. Y a-t-il des abris souterrains fortifiés en Iran? Absolument, il y en a. C'est d'ailleurs là se trouvent beaucoup de leurs armes les plus sophistiquées. Apparemment, Ayatollah Ali Khamenei serait caché quelque part là-bas, en prévision des frappes venant des États-Unis d'Amérique. Mais l'Iran dit qu'ils sont prêts. Ils sont plus prêts que jamais. Tous les éléments et les équipements qui ont été détruits à la dernière guerre contre Israël ont été récupérés et d'ailleurs de loin dépassés. Je pense que c'est important de comprendre dans un contexte plus large. C'est facile de dire, bon voilà, l'Iran va se faire agresser par les États-Unis d'Amérique. Il faut aussi comprendre autre chose à part tout ça. À qui ça avance cette histoire? Pourquoi les gens sont en colère en Iran? Ils sont en colère parce qu'il y a des difficultés en Iran. L'argent n'a plus de valeur, l'argent ne vaut plus rien. Pourquoi? À cause des sanctions qui ont été imposées sur l'Iran. Pourquoi les sanctions ont été imposées? Parce que l'Iran a refusé de tempérer à l'idée selon laquelle il fallait pas développer des armes spéciales eux-mêmes. Donc, on parle ici des armes nucléaires. Pour certaines raisons, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la France et le reste pensent que seuls eux peuvent avoir des armes nucléaires et pas l'Iran. Sur quelle base de moralité on se demande, on ne sait pas. Alors l'Iran dit absolument pas. Pourquoi on ne veut pas que l'Iran possède cette arme? C'est parce qu'ils ont peur que l'Iran peut-être frappe Israël. Parce que l'Iran et Israël, c'est une histoire de... Et aussi, les États-Unis d'Amérique a été depuis très longtemps un protecteur d'Israël. Et chaque président qui y vient a principalement, quelque part, des objectifs de protéger Israël. Nous savons aussi que les États-Unis et le reste veulent réinstaller quelqu'un dont le père était dirigeant de l'Iran dans le passé. Mais c'est une personne qui a fait beaucoup d'atrocités, qui a créé beaucoup de choses négatives et une police brutale qui tuait des gens. Mais évidemment, en Occident, même si ta police tue des gens régulièrement et les torture, du moment que leurs intérêts sont respectés, il n'y a pas de souci, tu n'es pas dictateur. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est une image de l'Iran diffusée depuis un drone, filmant la formation américaine de navires de guerre, incluant le Navy USS Army Lincoln. Je vous rappelle que plusieurs images ont déjà été diffusées dans le passé. On ne sait pas réellement confirmer que cette image est nouvelle ou pas, jusque-là. Mais les Iraniens confirment que l'image, une nouvelle tentative de coup d'État sur Ibrahim Traoré. On veut sa vie. Je pense qu'on en parle tellement souvent que la sensibilité commence à se réduire. Et ça ne devrait pas se faire. Pas du tout.
c'est très important. Vous savez, des gens qui travaillent pour le bénéfice de l'Afrique, pour la plupart des cas, ne vivent pas très longtemps. C'est ça la réalité. Et on a l'impression que M. Traoré a pris cette responsabilité. Il a fait la paix avec ça, apparemment. Il a fait la paix avec quelconque éventualité, du moment qu'il bouge vers la direction qui est importante pour lui et son peuple. M. Traoré, depuis qu'il est au pouvoir, à plusieurs reprises a été sujet aux tentatives de coup d'État. Mais cette fois-là, il était question de le finir. Ce n'était pas simplement question de changer de gouvernement, mais question de l'éteindre pour toujours. Nous savons qui sont les accusés dans cette histoire. Nous savons qui sont perçus être ceux qui sont en train de manigancer les histoires. Mais on va essayer de voir une leçon très importante à tirer de cette histoire. Les autorités togolaises au Togo, que j'aime beaucoup d'ailleurs, un pays que je respecte, un pays qui m'a accueilli avec beaucoup d'amour, ont annoncé mardi avoir extradé l'ancien dirigeant du Burkina Faso. On parle ici de qui? Paul-Henri Sandaogo Damiba. Damiba était président au Burkina Faso pendant quelque temps, très réduit, très brièvement. Évidemment, Damiba a été jusque-là la personne qui, d'après beaucoup de personnes, fait partie des multiples personnes qui ont manigancé, ou jusque-là manigance, des tentatives sur la vie de M. Traoré. M. Damiba a été réfugié au Togo, ancien chef de l'État. Il vivait au Togo depuis le renversement de son gouvernement en 2022. Il est recherché par le Burkina Faso pour des soupçons de détournement criminel de fonds publics et d'incitation de commettre des crimes, ainsi que d'autres accusations. Alors, le gouvernement togolais a décidé de le prendre, de le renvoyer au Burkina Faso. Pourquoi ça se fait? Paul-Henri Sandaogo Damiba, un militaire, comme vous voyez ici, très déterminé. C'est pas facile de laisser le pouvoir. Hein. C'est pas facile. Surtout en Afrique, quand on est habitué à manger, à dépenser, à avoir une vie très élevée en étant président de la République, ça devient très difficile. Même si on a des bonnes initiatives au départ, ça devient très compliqué. Quand il y a la pression de la famille, on te dit, tu sais, c'est Dieu qui t'a placé là pour sauver la nation. Tu sais, l'histoire de Joseph, hein, c'est ça. Les idées que tu avais, les promesses que tu t'es faites, très souvent, on les abandonne. Pourquoi? Parce qu'on veut faire plaisir à certaines personnes. Quelquefois, ce ne sont même pas les présidents. Quelquefois, c'est l'entourage, c'est les enfants des amis qui doivent aussi se retrouver parce que Dieu t'a placé là d'après eux. Paul-Henri Sandaogo Damiba a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré, ce monsieur ici-là, lors d'un coup d'état militaire effectué le 24 janvier 2022. Les principales raisons évoquées ici, c'était quoi? L'échec de conquérir l'insurrection djihadiste grandissante. Le Burkina Faso traverse un moment difficile. On a accusé M. Kaboré d'être incapable de reconquérir ou incapable de gérer cette histoire. Évidemment, M. Kaboré aussi a fait quelques commentaires qui ont irrité beaucoup de personnes. Parmi ces commentaires, il a dit quelque part que les insurgés étaient beaucoup plus forts militairement que l'armée. La guerre contre le terrorisme est une guerre de longue haleine. Et dans cette guerre, nous gagnerons des batailles, nous en perdrons. Ça, c'est un genre de commentaire qu'on ne fait pas. Même si vous le savez, même si c'est réel, vous ne pouvez pas dire que l'ennemi est plus fort que nous. Parce que là, vous jouez avec le moral des militaires. Comment on peut aller en guerre, sachant qu'on fait face à une personne beaucoup plus puissante que ça? Ça devient très difficile. Alors, il a accusé Kaboré d'échec de contenir l'insurrection djihadiste. Numéro 2, de manque de soutien adéquat à l'armée. Non, il parlait d'équipements insuffisants, de morale bas, de soutien logistique et des retards de salaire. Imaginez-vous, vous êtes un militaire combattant pour une nation et votre argent arrive en retard. Écoutez, les équipements peuvent être vieux et tout le bazar. On a le courage parce que l'argent est arrivé à temps. Mais l'argent aussi arrive en retard, ça devient très difficile. Évidemment, les militaires qui sont là, comme monsieur Kaboré lui-même n'était pas militaire, peut-être qu'il comprenait pas. Les militaires sur place ont dit peut-être que nous, en tant que militaires, on peut gérer l'histoire correctement. Damiba lui-même, malheureusement pour lui, a été renversé seulement 8 mois plus tard. Et c'était par le groupe du président Ibrahim Traoré, le 30 septembre 2022. Les raisons avancées étaient similaires à celles utilisées contre Kaboré. Lui-même, Damiba, en étant au pouvoir, était en incapacité de stopper ou renverser la dégradation de la situation sécuritaire. Numéro 2, échec perçu à tenir les promesses fondamentales. Donc, le président Damiba, à l'époque, a fait des promesses qu'il n'a pas pu tenir.
comme nombreux présidents en Afrique généralement. On va transformer votre pays, sera l'Europe. Cette ville sera la Hollande, l'autre ville sera le Portugal, l'autre là sera l'Allemagne. Mais en fin de compte, c'est la saleté, la boue, la misère, la galère, la trière, la peine. Il était incapable de tenir ses propres promesses. Numéro 3, il y avait des divisions internes pendant son règne. Divisions internes ou au sein de l'armée même, incluant des rivalités personnelles ou fonctionnelles. C'était ça. Des fractions se sont créées. Il était important que les choses changent. Voilà comment le président Ibrahim Traoré s'est présenté. Alors, qui est Koudialti? Koudialti, c'est le capitaine pilote. C'est ce monsieur ici qui est venu ouvertement avouer ce qui s'était passé. Il est capitaine pilote de l'armée de l'air burkinabé. Il aurait été chargé de coordonner. Il a reçu de l'argent venant de quelque part, coordonner certains aspects de l'opération présumée contre la vie de M. Traoré. Il fallait ici d'éventuels déploiements d'hélicoptères, la sélection et le regroupement d'équipes d'assaut qui étaient censées tuer M. Traoré. Alors, il aurait fait des communications évidemment cachées, protégées à travers multiples applications que vous connaissez, mais on a pu repérer ces communications avec M. Damiba. Je suis le capitaine Koulidiati Prosper de la 17e promotion de l'Académie militaire Georges Namanou de Pau en service à l'état-major de l'armée de l'air. J'ai été arrêté dans la journée du 2 janvier 2026 suite à une tentative de déstabilisation contre le pouvoir en place. J'ai été contacté il y a 2 semaines par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avec un numéro du Togo. Après plusieurs appels manqués, quand j'ai décroché, il s'est présenté et a souhaité que j'installe Zangui, chose que j'ai faite. Il m'a fait signe quelquefois sur Zangui pour prendre de mes nouvelles sans dire autre chose. Je précise que le colonel Damiba avait mon numéro depuis longtemps. Un jour, le colonel Damiba m'a contacté pour savoir si j'avais l'application Signal. J'ai dit oui. Et il m'a dit qu'une personne allait me contacter sur la plateforme Signal. Une personne m'a effectivement contacté sur Signal de la part du colonel Damiba et qui se nomme le roi David. Je tiens à préciser que le roi David, il s'agit du capitaine Ouedraogo David de la 14e promotion. Il est actuellement au Ghana. Le colonel Damiba m'a écrit qu'il allait m'appeler le 2 janvier soir pour une mission qu'il allait me confier. Effectivement, le 2 janvier soir, comme promis, le colonel Damiba m'a appelé pour dire que le colis était à partager entre David et moi. Et la mission qu'il voulait me confier était de couper la tête du pasteur. Je tiens à préciser que le pasteur, il s'agit du capitaine Passéré, commandant la base des drones de Stiaponé. Une fois la tête du pasteur coupée, les drones allaient être inopératifs pour que des unités puissent entrer en action, car selon le colonel Damiba, l'obstacle était la base des drones de Stiaponé. Depuis sa position, le colonel Damiba avait installé son PSC, dont il était en contact avec des gens, et lui seul les connaissait, à qui il avait attribué des rôles. Moi et tout l'ensemble des missionnaires devraient passer en action le 3 janvier 2026 à 23h, selon les horaires du colonel Damiba. Je demande clémence à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, à la population et à toute la hiérarchie militaire. Je pense qu'avec ça, on commence à voir aussi quelque part combien le Burkina Faso est en train d'avancer progressivement à améliorer ses capacités sécuritaires, ses capacités de renseignement et de protection. Vous savez, ce n'est pas facile d'être raté à plusieurs reprises comme ça. Comme je le disais précédemment, tentative de, pas seulement de coup d'État, mais d'assassinat à plusieurs reprises. C'est pas une facilité. C'est très difficile de résister comme ça. Mais évidemment, il faut dire que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Si vous croyez à Dieu, il y a Dieu qui protège clairement celui qui décide de protéger. Ici, on parle de M. Ibrahim Traoré. M. Koulidiati a demandé des excuses. Il veut que le pays le pardonne. Il était en erreur. Ça, évidemment, ça reviendra au gouvernement de décider. Le Togo a arrêté Damiba. Pourquoi l'expédition a été acceptée? Je pense que c'est la question importante ici. Pourquoi on a accepté cette expédition? Il y a eu, numéro 1, une offre de réciprocité de la part des autorités burkinabées, dans des conditions similaires à venir. C'est-à-dire, s'il y a un truc qui cloche au Burkina Faso et une personne recherchée telle que M. Damiba se retrouvait au Burkina Faso, il serait envoyé au Togo en retour. Numéro 2, il y a eu des garanties. Les garanties étaient que Damiba ne serait pas condamné à la peine de mort
au Burkina Faso. Pas de peine de mort pour Damiba. Ok, vous pouvez le balancer en prison pour longtemps, mais pas de peine de mort. On n'exécute pas M. Damiba. Sinon, moralement, le Togo se sentirait coupable sur sa vie. Il faut rappeler aussi, ici, c'est important de le dire, la relation entre le Togo et l'AES est une relation très approfondie. Depuis le départ, quand la CEDEAO essayait d'exclure l'AES en leur fermant la porte, et quand ils voulaient s'unir pour aller faire la guerre au Niger, le Togo s'était porté garant avec Gnassingbé pour aller discuter avec l'AES pour essayer de trouver des solutions amiables. C'était déjà un fait très très amical. Okay, moi, je connais les Togolais, des gens bien, sympathiques, c'était naturel. Alors, ils ont gardé une très bonne correspondance. Autant, beaucoup de pays de l'ECOWAS ont fermé leurs portes. Le Togo est resté ouvert. Donc, c'est une porte ouverte, il y a une communication. Maintenant, pourquoi c'est important de dire qu'il y avait des assurances sur la vie de Damiba? On va parler d'une histoire précédente très intéressante ici. Ce monsieur ici, vous le connaissez? Il s'appelle Mobutu. Okay? Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko, dans les années 60, était résisté par une force armée dirigée par ce monsieur ici, monsieur Moulele. Pendant qu'il était encore en train de consolider son pouvoir, Kinshasa, après son coup d'État en 1965, M. Mobutu a fait face à Pierre Moulele. Les hommes de Moulele qui à l'époque avait des tendances beaucoup plus nationalistes, donc l'amour du pays d'abord, était perçu comme un allié de l'Union soviétique et la Chine. On parle beaucoup de la présence d'étrangers, notamment de Chinois, parmi les moulélistes, dans les rangs moulélistes. Est-ce exact? C'est tout à fait exact. Et si vous le permettez, je vais vous lire un rapport que je viens de recevoir à l'instant. Le Tchèque était en route pour faire sauter le pont de Luvungi, le même pont que les nôtres contrôlent. Lorsqu'il a vu que les troupes de l'ANC y étaient, il est retourné à la Sucraf. On s'attend à ce qu'il mine le pont de Luvungi dans les prochains jours. Tous les Européens de la Sucraf ont été évacués. Vous voyez d'ici, mon cher Raoul, que la situation devient de plus en plus sérieuse lorsque ces Tchèques et ces Chinois commencent à se mêler de nos petites affaires internes. Alors, Mobutu à l'époque, c'était l'ami des Américains. Aussi de notre côté, sur le plan officiel et ouvertement, nous faisons venir aussi des techniciens. Si les rebelles ont les leurs, et si sur le plan officiel et d'une manière ouverte, nous devons aussi avoir les nôtres. Donc, c'est de la bagarre. Les Américains l'ont soutenu, ils ont brisé cette rébellion qui a commencé depuis le Kouilou. Monsieur Moulele, qui était le dirigeant, s'est dirigé vers le Congo-Brazzaville. Regardez sur la carte, il y a le Congo-RDC et le Congo-Brazzaville. C'est deux pays différents. Okay? À la frontière, ce sont les mêmes personnes qui parlent des langues analogues. Okay? Ils parlent les mêmes langues, mais ce sont des gens qui, malheureusement, aujourd'hui, qui se comportent bizarrement quand ils sont l'un vers l'autre. Prétextant qui est le meilleur Congolais. Une imbécilité difficile à comprendre. Ce sont des frères. Bref. À l'époque, monsieur Moulele quitta le Zaïre, qui était là, ce que vous appelez RDC aujourd'hui, pour aller se réfugier à Brazzaville. Et à l'époque, le président à Brazzaville était le président Massamba Deba, ce monsieur-là. Mobutu, après la guerre, offrit publiquement une amnistie aux anciens rebelles. Il a dit, regardez, il n'y aura pas de problème entre nous. Dans Moulele, il a présenté cette initiative comme une démarche à la réconciliation nationale. Voilà ce que Mobutu a fait. Faut faire attention dans la vie. Réconciliation nationale, revenez, on va construire le pays. À l'époque, Moulele fut convaincu depuis Brazzaville, avec l'aide du président brazzavillois à l'époque, congolais, Massamba Deba, qui a eu à faire des compromis à Mobutu disant, je ne veux pas l'envoyer, je veux que tu me fasses des assurances, je veux que tu me rassures que M. Moulele ne sera pas exécuté ou condamné à mort. Mobutu a dit, non, il n'y a pas de souci, ne vous en faites pas, on cherche une réconciliation nationale. Moulele quittait le Congo-Brazzaville pour le Congo à l'époque. À son arrivée, il fut immédiatement arrêté et subit des actes de torture extrême, des mutilations dont je ne parlerai pas. Des choses incroyables ont été faites sur cette personne. Cette trahison, évidemment, provoqua une vive indignation à Brazzaville. Des manifestations éclatèrent contre Mobutu. Des relations diplomatiques entre les deux Congos furent fortement dégradées à l'époque, voire rompues pendant un certain temps. Donc c'est ça, l'amour du pouvoir. Des sanguinaires, des gens qui malheureusement ne savent pas comprendre que le pays ne leur appartient pas. C'est ça. Il était important dans ce cas que le Togo s'assure que Damiba serait protégé et fera face à la loi, comme la loi est prévue et non à des exécutions, des extraditions.
ou des répercussions extrajudiciaires. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que M. Ibrahim Traoré s'en sortira avec tout ce qui se passe comme besoin de l'éradiquer? La France va-t-elle se fatiguer si elle est derrière? Jamais vu, c'est bouleversant, c'est choquant, ça bouge vers une direction très dangereuse. La marine française a raisonné, donc les militaires sont rentrés dans un pétrolier russe et l'ont saisi de force. La Russie doit réagir. Si elle ne réagit pas, serait-ce preuve de faiblesse ou preuve que la Russie n'est pas aussi puissante qu'elle le prétend? Parce que vraiment, si Macron peut le faire, eh ben écoutez, qu'il ne le ferait pas. Puisque nous savons que la Grande-Bretagne est beaucoup plus puissante militairement que la France. L'Allemagne aussi d'ailleurs. Alors, si la France peut le faire, qu'il ne le ferait pas. Vous savez, on dit, si quelqu'un par erreur touche ton doigt, il finira par toucher ton épaule si tu ne le réprimandes pas. Et si tu ne le réprimandes pas touchant ton épaule, il finira par toucher les fesses de ta mère. Bon, je sais que ça c'était un peu trop, mais c'était très nécessaire. C'est une façon de vous dire. Quand une personne fait une chose une fois pour laquelle vous n'êtes pas d'accord, il est très important de rectifier immédiatement. Sinon, elle prendra courage et en fera encore plus que nécessaire. Le 22 janvier 2026, les navires de la marine française ont intercepté un grand pétrolier russe en mer Méditerranée. Le pétrolier s'appelle le Grinch. Ce pétrolier transportait une cargaison importante de pétrole russe, environ 700 000 barils de pétrole. Le pétrolier partait de Moumansk, un coin très froid de la Russie nord, vers la Méditerranée. Le pétrolier a traversé l'Europe et est entré en Méditerranée près de l'Espagne et du Maroc. C'est à partir de là que la marine française a attaqué le pétrolier. Alors, ce navire figure sur la liste de sanctions internationales par les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et le UK. D'après eux, ce navire fait partie de la flotte fantôme de la Russie. C'est quoi cette flotte fantôme de la Russie? Ce sont des vieux pétroliers qui changent des pavillons et dissimulent leurs véritables propriétaires. Ça change des peintures. Donc le pétrolier quitte en étant bleu et en pleine mer devient blanc. Donc, on change des couleurs. Ceci évidemment pour vendre le pétrole russe. On pense que le navire battait un faux pavillon. Donc il y avait un drapeau comorien à la place d'un drapeau russe afin de contourner les règles. Et ces règles empêchent la Russie de vendre facilement son pétrole pour financer la guerre en Ukraine. Le sanction a commencé depuis la guerre de la Russie en Ukraine. L'Europe et le reste avaient décidé de geler les avoirs des Russes en Europe et ensuite sanctionner les pétroliers, espérant asphyxier l'économie russe. En fait, comment ça fonctionne? La Russie avait été forcée de vendre son pétrole à moins de 60 $ le baril. Normalement, ça se vend à plus haut que ça, mais à moins de 60 $ maximum. C'est une façon de limiter l'argent qui rentre en Russie, dans l'espoir de forcer Poutine d'agréer à leur demande. Mais malgré tout ça, la Chine et l'Inde continuent à acheter le pétrole russe à un prix élargi, le prix d'avant. Okay? Les Européens en général ont refusé d'acheter le pétrole russe. Mais malgré tout, il y a quand même eu des pétroliers, des tankers qui ont pu vendre le pétrole russe dans le marché noir. Et quelquefois, ces pays, on parle ici de la Grande-Bretagne, des États-Unis, la France, étaient au courant, mais ne se donnaient pas le courage d'attaquer ces tankers. Donc, il y a naissance de courage. Écrivez ça. Naissance de courage. Il y a un nouveau courage qui naît. Comment le courage naît? C'est ça la question qu'il faut se poser. Le courage naît quand on te touche, tu ne réagis pas. Le courage naît, c'est quand on touche l'épaule, tu ne fais rien. Le courage naît quand finalement on touche le torseau ou les seins. Le courage naît parce que prochainement, ça sera les derrière qu'on va toucher. C'est de la piraterie. Oui, je suis au courant de cette affaire. Le pétrolier a été saisi dans des eaux neutres sans aucune justification. Et il cherchait apparemment une sorte de cargaison militaire, peut-être des drones ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien de tel là-bas. Il n'y a jamais rien eu et il ne peut y avoir quoi que ce soit. Monsieur Poutine doit-il réagir ou pas? Doit-il saisir aussi un tanker français ou un bateau français pour faire une démonstration de force? Parce que quelquefois, il faut bousculer quelqu'un un peu pour lui dire, écoute, il ne faut pas jouer avec moi, je ne suis pas ton ami. Parce que M. Macron est évident. M. Macron, il y a quelques jours, a fait une présentation expliquant pourquoi la France doit s'enfermer. La France doit réunir plus de force, plus d'argent, plus de puissance, plus de capacité, plus de firepower. Il disait, suite au discours de Trump, souhaitant prendre Groenland de force, Trump disait que finalement la France devrait prendre soin de son armée, c'est-à-dire d'arrêter d'espérer que l'OTAN prendrait soin de la France au moment nécessaire. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort.
Cela suppose que la nation consente à des efforts à la mesure de notre rude époque. Voilà pourquoi j'ai souhaité, le 13 juillet dernier, avancer à l'année 2027 l'objectif initialement prévu pour 2030 d'atteindre un budget annuel de 64 milliards d'euros pour notre défense. Ainsi, en 2 mandats, le budget des armées aura été doublé. Et nous ne l'aurons pas doublé par la décision d'un tel ou d'un tel, par convenance, pour complaire à tel ou tel allié, nous l'aurons doublé par nos décisions propres, l'analyse que nous avons faite de l'évolution de la menace, et en la faisant, comme je le disais très tôt, et notre volonté de ne jamais subir. Alors, est-ce une façon déjà de commencer à montrer ouvertement que ce n'est pas un président français qui parle pour ne rien faire? Il est en effet en position de défiance. Parce que croyez-moi, prendre un tanker russe, c'est une façon de défier Vladimir Poutine comme jamais dans le passé. Et puis je vous le dis, ce n'est pas la première fois. L'autre fois, c'est fait au mois de septembre 2025, où personne ne réagit. Cette fois-ci, c'est la deuxième fois. C'est-à-dire qu'il y aura une troisième fois, puisque la première fois, on n'a rien fait. Puisque la première fois, on n'a rien fait. Il y a une deuxième fois. Ils ont pris du temps, regardez, depuis septembre jusqu'à janvier. Ils ont pris du temps. 3 mois d'attente. C'était pour voir comment est-ce que la Russie réagirait. Qu'est-ce qu'il ferait en retour pour nous faire payer pour cette erreur? Puisque la Russie n'a rien fait en 3 mois, c'est-à-dire qu'ils ne feront rien, ils ont peur. Voilà ce qu'ils se disent. Alors ce tanker a été arrêté comment? Le tanker a été repéré par les Britanniques. C'est eux qui ont fourni à la France le positionnement, le renseignement du tanker, son déplacement et tout le bazar, pour permettre à ce que la force navale française puisse arraisonner le tanker. Voilà ce que Macron a dit. Macron dit, ce matin, la Marine nationale a arraisonné un pétrolier en provenance de Russie. Nous n'accepterons aucune violation de sanctions. OK? Macron dit à Poutine, nous n'accepterons aucune violation de sanctions. Donc, les bêtises que tu faisais là, c'est fini. C'est une décision importante. L'Europe empêche désormais activement ses navires russes clandestins de circuler en mer. Il a rajouté, personne n'a été blessé et l'opération se poursuit encore. Personne n'a été blessé. Évidemment, c'est évident. C'est important de le dire. Parce que voilà, si vous arraisonnez un tanker ou un bateau et les gens se blessent, là, c'est la déclaration de guerre. Alors, ma question pour vous est celle-ci. Est-ce que la Russie a peur? La Russie aurait-elle peur de réagir? Parce qu'évidemment, dans ce cas, ça voudrait dire une guerre ouverte contre l'OTAN. La Russie aurait-elle peur? Je vous rappelle qu'il y a quelque temps, il y a notre pétrolier russe venant du Venezuela qui avait été arrêté par la marine américaine. OK? Le garde-côtier américain ont poursuivi le tanker jusqu'au nord de l'Irlande. Les informations ont été distribuées par qui? Encore une fois, par le Royaume-Uni. C'est eux qui ont distribué les informations de sécurité, des renseignements de positionnement, moyennant leur avion de surveillance et quelques bateaux. Donc l'Angleterre se démontre hostile directement à la Russie. Et la Russie pourra-t-elle réagir, à part les intimidations? Point d'interrogation. Monsieur Poutine doit réagir. Monsieur Poutine doit prendre un truc pour montrer aux Français que je ne suis pas votre ami. Sinon, la prochaine occasion, ça sera quoi? Ça sera quelqu'un qui touchera les derrières de sa mère. Ma question pour vous est celle-ci. Sommes-nous en train de découvrir la vraie réalité de la Russie? Une Russie qui, en effet, en 2016, est faible par rapport à ce qu'on pensait? Ou bien sommes-nous témoins d'une stratégie hors pair de Vladimir Poutine? Car je vous rappelle ici, il y a quelque temps, Trump avait fait une proposition d'annexer Groenland aux États-Unis d'Amérique. Tous les Européens sont contre cette manœuvre. Mais Vladimir Poutine a été d'accord avec ça. En faisant cela, évidemment, il a placé une grosse séparation entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Alors la question, est-il en train de jouer à un jeu stratégique très profond? Ou bien nous sommes en train de découvrir la vraie vérité, qui veut dire que la Russie en effet beaucoup plus faible qu'on le pensait? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.